Merci. Bonjour, donc Maëva Gégaud. Bonjour, Katia Mezalovic. Alors, après presque 18 mois de Covid, confinement, déconfinement, couvre-feu, autre expression qu'on pensait d'un autre temps, la tenue de ce congrès était un défi que le CNGE a relevé. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait fêter ça en apportant de la gaieté, de la joie. Alors quoi de mieux que de parler inégalité en santé et précarité? Commençons par définir un peu nos propos, car les mots présentés dans l'intitulé de notre allocution sont quelque peu surutilisés, pour ne pas dire galvaudés. Alors le terme inégalité sociale de santé fait référence à une notion épidémiologique. C'est un gradient de santé. Chaque classe sociale a un niveau de morbimortalité supérieur à la classe qui lui est immédiatement supérieure. La nature des pathologies ou des incapacités ne diffère pas d'une classe sociale à une autre. En revanche, elles surviennent plus tôt et plus sévèrement à mesure que l'on descend l'échelle sociale. Par exemple, l'espérance de vie à 35 ans d'un homme cadre dépasse de plus de 6 ans celle d'un ouvrier. Alors bien que fascinante, cette notion d'inégalité sociale de santé est difficile à importer dans nos cabinets dans le cadre du colloque singulier médecin-patient propre aux soins premiers. Le médecin généraliste est face à un individu. La notion de précarité que nous allons aborder est donc probablement plus appropriée. Précarité. Le terme est issu de latin precarius, qui signifie s'obtient par la prière, qui a donc la possibilité d'être révoqué à tout moment. Progressivement, dans les années 70, ce terme revient pour désigner une catégorie nouvelle aux côtés de la pauvreté et de l'exclusion. C'est les familles vulnérables à tout instant, c'est-à-dire qui peuvent devenir pauvres à tout moment. Plus tard, dans les années 80, Wresinski complète en définissant la précarité comme l'absence d'une ou plusieurs sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Et dernièrement, les sociologues ont développé le concept de vulnérabilité sociale. Elle correspond à une situation à risque qui renvoie aux pauvres ou aux exclus potentiels, qui ne sont pas de vrais pauvres, ni de vrais exclus, mais qui sont à risque de le devenir. Ce concept illustre un processus dynamique où la perte d'une sécurité, qu'elle soit sanitaire ou sociale, comme le logement, l'insécurité financière, le travail, peut précipiter l'individu vers une trajectoire descendante. Alors pour illustrer, voici quelques personnages de cinéma ou de série. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour les jeunes et les moins jeunes. Alors, voilà, Josette, Vince, Walter White et Jeanne. Alors, parmi eux, qui est précaire? Donc, on nous dit Walter. Eh bien, tous. Tous sont précaires. En fait, cette notion de précarité inclut des réalités multiples qui n'ont en commun que leur trajectoire sociale incertaine et potentiellement descendante. Alors, précarité et santé. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, la précarité n'est pas bonne pour la santé. Alors, les personnes précaires ont des indicateurs de santé plus mauvais, plus de facteurs de risque, notamment plus de consommation de tabac, une consommation d'alcool journalière plus élevée, plus d'obésité chez les femmes, plus de syndrome métabolique, etc. Parallèlement, elles font face à des difficultés d'accès aux soins au sens large, parce que le recours aux soins nécessite l'identification d'un besoin de soins, la reconnaissance de la légitimité des professionnels de santé ou du système à prendre en charge ce besoin, la possibilité de recourir aux soins, et aussi elle nécessite d'accepter le coût symbolique de la démarche de soins. D'une part, le non-recours est plus fréquent, parce qu'une littératie en santé est plus faible, une représentation de la santé et du soin est souvent différente chez les patients précaires. Le renoncement barrière, lui, c'est le renoncement pour des raisons pratiques ou matérielles, avec par exemple les problèmes de reste à charge, de droit, de couverture sociale, mais aussi de discrimination ou de refus de soins par les professionnels. Il y a aussi le renoncement-refus. C'est une autre forme de renoncement qui est souvent en lien avec des expériences négatives, les représentations, la défiance, la faible valeur attribuée à sa propre existence ou encore le poids des autres priorités de la vie quotidienne, parfois liées à la survie. Cela peut aller jusqu'à l'auto-exclusion,
qui correspond à un stade où la souffrance, l'exclusion est telle qu'elle empêche de demander de l'aide. Ainsi, plus on est précaire, moins on demande de l'aide et du soin, jusqu'à récuser l'aide proposée. En conséquence, l'état de santé est dégradé, moindre prévention, plus de pathologies chroniques, plus de complications. Par exemple, les personnes précaires ont plus de dents cariées. Autre exemple, l'HbA1c augmente avec le niveau de précarité. Ou encore, les scores de sévérité des AVC sont plus importants chez les patients précaires à l'admission à l'hôpital. Alors, précarité et médecins généralistes. La précarité est fréquente puisqu'elle concerne au moins 20% de la population générale. Ainsi, les personnes précaires sont nombreuses et loin de constituer des exceptions. Tous les médecins généralistes y sont donc confrontés, quel que soit leur lieu d'exercice. Mais le médecin généraliste n'est pas une assistante sociale. Alors, que peut-il faire là-dedans ? Déjà, essayez de repérer. Alors, des scores existent, comme le score EPIS, validé en France, qui est utilisé essentiellement dans le cadre de recherche et qui explore à travers 11 questions les diverses dimensions de la précarité. Alors, sans calculer formellement un score de précarité, il est possible de s'en inspirer pour poser quelques questions aux patients rencontrés selon les contextes de la consultation et en explorant diverses dimensions de la précarité. Par exemple, vérifier que le patient a bien une complémentaire santé, connaître son cadre de vie, ses liens familiaux, sa situation relative à l'emploi, s'intéresser à ses difficultés. Ensuite, il doit prendre en compte. Le médecin généraliste est dans une position stratégique du fait de ses compétences que vous connaissez bien. Il peut faciliter l'accès à lui comme aux autres. Il peut renforcer les efforts de prévention dans les groupes à risque. Il peut adapter les parcours. Il doit hiérarchiser les prises en charge en tenant compte des autres priorités. Il doit veiller à adopter une posture empathique chez ces personnes ayant des attentes relationnelles plus importantes. Il doit favoriser l'équité dans le soin, car l'équité fait l'efficience d'un système de santé. Et il peut enseigner. Beaucoup d'entre vous sont tuteurs ou MSU, les autres le seront bientôt. Dans tous les cas, vous aurez affaire à des étudiants en médecine. Ces étudiants constituent un groupe social particulier, souvent issus de milieux sociaux relativement favorisés, avec des représentations qui sont éloignées de celles des catégories sociales les plus défavorisées. Alors, par exemple, une étude a montré que les étudiants en médecine avaient souvent des représentations négatives sur les bénéficiaires de la CMU-C. Ils leur attribuaient des comportements irrespectueux, des exigences particulières, une surconsommation de soins. Cette mauvaise opinion des patients pauvres, précaires ou exclus, se majore avec le nombre d'années d'études. Alors, en tant que généralistes enseignants, nous pouvons enseigner les concepts, ne pas véhiculer les stéréotypes liés à la précarité, montrer nos possibilités d'adaptation. Les situations de prise en charge des patients précaires sont une occasion de montrer de façon exemplaire l'intégration du modèle biopsychosocial. Bref, faire davantage partie de la solution que du problème. Et il peut rêver. Alors, il peut rêver à un système plus simple. À l'heure actuelle, la multiplicité des situations, leur évolutivité, la complexité des démarches administratives desservent les précaires et les médecins. Il faut donc rendre les soins plus accessibles financièrement. Par exemple, par leur prise en charge complète par l'assurance maladie obligatoire, sans avance de frais pour toute la population, sans stigmatiser. CMU-C et pauvreté, AME et irrégularité. L'universalité permet une meilleure lisibilité et limite les discriminations. Et il peut rêver à systématiser le repérage et la prise en charge et la prise en compte du surrisque. De la même façon que l'on recueille les antécédents familiaux ou le statut tabagique, car l'importance est similaire. Dans cette optique, la précarité doit être considérée comme un facteur de risque et les recommandations guidant les prises en charge doivent elles aussi intégrer ce facteur de risque. À l'heure de la délégation de tâches aux assistants médicaux, infirmières de pratique avancée et autres médiatrices en santé, cette détection doit s'appuyer sur des professionnels de santé formés spécifiquement. Un recueil systématique de marqueurs de vulnérabilité sociale est nécessaire afin de permettre l'adaptation des parcours et des procédures sanitaires et sociales. Enfin, il peut rêver d'un système décloisonnant le secteur sanitaire et social.
Une fois l'entrée dans le système de soins facilité, l'aval du parcours doit être lisible aussi. L'articulation entre secteur sanitaire et social doit être facilitée et les différents acteurs doivent pouvoir se côtoyer facilement et d'être d'un accès simple pour les personnes. Au final, le médecin généraliste n'est pas une assistante sociale, mais pour bien soigner, il faut prendre en compte la précarité. Donc c'est quand même un peu son job. Merci.